Pierre Lebrun, jeudi dernier, on se parlait du dossier de Quinn Hughes et des possibilités de transaction. Il a été échangé le lendemain au Wild du Minnesota. Tu as eu la chance de t'entretenir avec quelques-uns des directeurs généraux de la section centrale. Quelle a été la réaction des autres équipes, justement, à la suite de la transaction de Quinn Hughes? Bien, je peux te dire, premièrement, Alex, je sais que c'est pas ça que tu me demandes, mais je peux te dire que la majorité des équipes que j'ai parlé avec depuis samedi matin, après la transaction vendredi soir, ont été étonnés de comment vite ça s'est passé, cette transaction de Nous Quinn aussi, Hughes. je pense. La plupart des équipes. Oui, la plupart des équipes qui étaient impliquées, et même ceux qui n'étaient pas impliqués, pensaient que c'était pour prendre au moins quelques autres semaines, mais ça démontre que l'offre agressive de Bill Guérin, le DG du Wild de Minnesota, a forcé les choses, justement. Et puis, c'est pour ça qu'on a eu une transaction. Le Canucks ne pensait pas mieux faire en attendant sur d'autres offres. J'ai eu la chance de faire l'entrevue avec Jim Neal des Stars de Dallas et Chris McFarland, le DG de l'Avalanche. Écoute, c'est les deux équipes qui vont se battre avec le Wild dans la division centrale pour sortir de la division, pour gagner la division. Et puis, je peux te dire, premièrement, que les deux DG ont eu beaucoup de compliments et des éloges pour Bill Guérin, pour la façon qu'il a été chercher Quinn Hughes. Puis, en fait, c'est semblable, comme Neil m'a dit, l'année passée, Mikko Rantanen, tout à coup, il est disponible encore une fois, une deuxième fois dans la même saison avant la date limite. Et Jim Neal a dit, on pensait jamais être dans cette conversation-là, mais on a décidé de foncer fort. Fait qu'il trouve ça semblable comme situation dans le sens que tu commences pas la saison quand tu es Dallas l'année passée d'aller chercher Mikko Rantanen. Et Neil m'a dit, Bill Guérin n'a pas commencé la saison en pensant je vais aller chercher Quinn Hughes. Mais finalement, il a décidé de rentrer là-dedans lorsqu'il a réalisé qu'il avait une chance de l'avoir. Alors, ça change vraiment un peu la course. C'était vraiment entre Colorado et Dallas, je pense, la première place dans la division centrale. Même maintenant, il faut respecter que Minnesota rentre là-dedans. Et puis, comme Joe Sakic m'a dit récemment, finir premier cette année, c'est très important dans cette division-là parce que sans ça, c'est 2 contre 3. Deux de ces 3 équipes-là pourraient s'affronter en première ronde. C'est ce qu'on a eu l'année passée entre les Stars et l'Avalanche. Pas facile. Puis c'est difficile. Tu perds déjà, après une ronde, tu perds une des bonnes formations de la section centrale. Ça va être excessivement intéressant de voir ce qui va se passer dans la centrale d'ici la fin de la saison. À la suite, justement, de cette transaction de Quinn Hughes, le téléphone sonne beaucoup du côté de Calgary dans le dossier Rasmus Anderson. Puis Pierre, j'ai l'impression qu'on parle de Anderson, toi et moi, une fois ou 2 semaines ou 3 semaines depuis le début de la saison. À quel point, justement, on va encore être patient du côté des Flames de Calgary dans le cas d'Anderson? Oui, justement. Mais écoute, on comprend le timing. Il n'y aura pas beaucoup de défenseurs qui jouent dans le top 4 qui vont se faire échanger entre maintenant et le 6 mars à la date limite. Ça fait longtemps qu'on reconnaît le fait qu'Anderson probablement se ferait échanger. Mais les équipes ont commencé à appeler, selon mes informations, ont commencé à rappeler, disons, pas juste appeler, mais rappeler dans certains cas, les équipes qui continuent de montrer l'intérêt, de rappeler les Flames pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là. Je ne suis pas sûr que quelque chose arrive avant que avant qu'on gèle le marché des transactions jeudi soir à minuit, là, mais pour le temps des fêtes. Mais c'est juste pour dire que les Flames reçoivent beaucoup d'attention sur Rasmus Anderson. Ça fait du sens, d'ailleurs. Qu'est-ce qui va être intéressant dans ce dossier-là? C'est est-ce que les Flames vont vouloir faire un échange traditionnel si son contrat se termine à la fin de la saison, alors un joueur de location, ou est-ce qu'on va vouloir rentrer l'agent Claude Lemieux là-dedans et peut-être que Anderson signe un nouveau contrat avec sa nouvelle équipe pour que les Flames peuvent recevoir plus en retour dans un échange. Alors, c'est à suivre là-dessus. Effectivement que la valeur va être plus intéressante si on est en mesure de signer une prolongation de contrat avec le défenseur Anderson par rapport à un joueur de location, évidemment. Lundi, les Sabres de Buffalo qui ont congédié leur directeur général Kevin Adams, c'est Jarmo Kekalainen qui prend donc sa place. Et le premier dossier, celui-là qui est sur le dessus de la pile, certainement, c'est celui de Alex Tuch. Oui, écoute, ça ne veut pas dire que ça va être le premier dossier réglé, mais c'est certainement le dossier le plus important pour les Sabres de Buffalo. Jarmo Kekalainen qui est DG maintenant. Alex Tuch, qui est vraiment un des grands noms qui demeure là, parmi les joueurs d'avant, que leur contrat se termine le 30 juin. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont signé depuis le début de la saison, mais pas lui. Il y en a eu des pourparlers avec l'ancien DG Kevin Adams. On n'a pas été capable de trouver un chiffre qui faisait du sens. Selon mes informations, je pense que les Sabres
c'était en dessous de 10 millions par année avec Kevyn Adams, les offres. Et puis les agents d'Alex Tuch qui veut, je pense, alentour de 10 millions par année. Alors, on verra qu'est-ce que ça veut dire avec Kake London, parce que quand même, il ne rentre pas là-dedans sans information. Ça fait depuis l'été que Kake London avait joint les sables comme évidemment, il consultait avec Kevyn Adams et le propriétaire Terry Pegula. Alors, Jarmo Kake London, quand même, comprend l'histoire de ce dossier-là, comprend qu'est-ce qui s'est passé, mais là, la différence, c'est que c'est lui qui prend la décision. C'est ça. Il a les deux mains sur le volant. C'est ça. Et puis, écoute, ça pourrait être un gros nom sur le marché de transactions si on décide qu'on ne peut pas le signer, mais évidemment, on n'est pas encore là. Premièrement, Kake London va vouloir recommencer les pourparlers avec les agents de Tuch. On a bien hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Je ne sais pas à quel point, Pierre, les partisans des Canadiens regardent régulièrement les statistiques de Christian Dvorak. Ils vont peut-être faire le saut aujourd'hui s'ils le font en regardant donc ces statistiques. 22 points en 31 matchs. Ça le place au 3e rang des meilleurs pointeurs des Flyers de Philadelphie. Et présentement, joue au sein du premier trio avec Zegras, avec Konechny aussi. On se souviendra, il a signé un contrat d'une valeur de 5,4 millions de dollars, seulement 1 an pour Christian Dvorak. Mais à ce rythme-là, c'est un joueur qui est responsable défensivement aussi. Disons que son prochain contrat devrait être plus lucratif. Bien, écoute, je comprends. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a des blessures, mais Dvorak, présentement, qui est le centre numéro 1 avec les Flyers. Oui, il joue bien. Écoute, c'est par nécessité aussi, là. Mais il risque, il joue bien. Je sais que la direction des Flyers sont très heureux avec son rendement. Mais là, c'est à voir, dans son cas, qu'est-ce qu'on va faire avec. Présentement, les Flyers sont dans une place où il y a une chance de faire les séries. Ils sont dans la course. Et puis, qu'est-ce que je m'ai fait dire dans les derniers jours, c'est que les Flyers vont vouloir décider, là, quelque temps au mois de janvier, est-ce qu'on veut le garder pour la course aux séries ou est-ce qu'on est mieux de voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché des transactions? Écoute, ça serait quand même un joueur qui pourrait aider plusieurs équipes. Alors, c'est une décision qui n'est pas encore prise. Qu'est-ce que je pense pas être possible, c'est de le signer à long terme. Je pense pas à son âge que ça fait du sens de le mettre avec les jeunes joueurs dans leur noyau. Alors, soit qu'on le garde pour une course aux séries, puis on le laisse aller le 1er juillet, ou on le change. Alors, c'est à suivre. Il est parti de loin pour réussir la meilleure saison de sa carrière offensivement. Est-ce que ça va durer? Bien, c'est la grande question. C'est ce qu'on verra au mois d'avril lorsque la saison va prendre fin. Tu as eu la chance plus tôt ce matin d'aller voir l'entraînement des Blackhawks de Chicago. Est-ce que tu as eu donc l'occasion d'avoir une mise à jour médicale dans le dossier Connor Bedard? Oui, écoute, dans son cas, écoute, on parle de la semaine à la semaine, mais je pense qu'au sein de l'organisation des Blackhawks, on croit que ça va être moins long que les gens pensent en cas de Bédard, que lorsqu'il va se faire évaluer en début de janvier après les fêtes. Puis je pense qu'il y a des gens au sein de l'organisation qui pensent qu'il va revenir plus vite au jeu que les gens pensent. Alors on verra. Il n'y a pas personne qui peut prédire ça à 100 %. Puis évidemment, c'est une blessure à l'épaule qui doit se sentir mieux après quelques semaines à l'écart du jeu. Mais on espère que c'est le cas, que Connor Bedard ne sera pas à l'écart trop longtemps. Bon pour les Blackhawks, si c'est ça qui se passe. Et peut-être même bon pour l'équipe canadienne olympique, on verra bien. Bien, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser. J'imagine que les dirigeants de la formation canadienne, présentement, regardent vraiment cette situation-là de très près. Et là, le problème, on doit remettre les formations finales le 31 décembre prochain. Est-ce que ça change quoi que ce soit pour Équipe Canada? Je suis pas sûr. Écoute, je pense que je l'ai déjà mentionné, Alex, mais Connor Bedard, ça a toujours été, malgré du fait qu'il connaît une saison incroyable, je pense que les dirigeants chez l'équipe canadienne, on parle de certains rôles au sein de la formation. Est-ce que Connor Bedard va être dans le top 6? Mais s'il n'est pas dans le top 6, ça prend d'autres gars qui vont jouer des rôles différents. Alors, je ne suis pas convaincu qu'on était pour le prendre, mais son rendement était tellement impressionnant qu'il était peut-être dans une position de se forcer sur l'alignement olympique s'il continue à jouer de même. Mais en même temps, il n'y a pas de décision prise encore. On a jusqu'au 30-31 décembre là, sur le côté des dirigeants de l'équipe canadienne de prendre ces décisions-là. Mais c'est quand même un bon temps à souligner que dans les derniers quelques jours, des blessures avec certains joueurs qui pourraient jouer avec l'équipe canadienne olympique. Brandon Hagel qui a pris un coude à la tête de Seth Jones, qui a été blessé hier soir, ainsi que Darcy Kemper, qui pourrait être un des 3 gardiens canadiens, qui est sur la liste des blessés maintenant pour les Kings de Los Angeles. Alors, c'est justement, là, c'est
entre maintenant et le 31 décembre, quand on annonce les équipes. Ensuite, entre le 31 décembre et les Olympiques, aussi, on va être nerveux chez les dirigeants de tous les pays parce qu'on ne veut pas perdre les joueurs qu'on a nommés. Pierre Lebrun, merci beaucoup. Puis encore une fois, on invite les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour entendre notre conversation dans son intégralité. Encore une fois, merci beaucoup, puis on se reparle très bientôt, Pierre.